On va revenir à ce thème, relation client 2.0, quel rôle pour l'intelligence artificielle? On va essayer un petit peu de revenir en arrière par rapport à ce qu'a fait Maud Bailly, à essayer de la définir un petit peu, et puis à voir ce qu'elle peut apporter dans cette relation client dont on va parler ce soir, ce qu'elle fait de plus, de mieux, de différent, avec l'humain aussi, et puis l'impact. Maud Bailly, on a un petit peu parlé de cette intelligence artificielle sur les équipes, sur vos équipes dans vos entreprises également, en tout cas ceux qui s'en servent et qui la mettent en œuvre. Pour cela, pour répondre à ces questions, je vais vous demander d'accueillir 5 intervenants au parcours, au profil très varié et complémentaire ce soir. Merci d'accueillir tout d'abord Juliette Soria, cofondatrice et directrice associée de Sylamir. À ses côtés, Damien Gromier, CEO et fondateur d'une start-up qui s'appelle Inside. Hugues Lebret, fondateur de Nickel. Sébastien Missoff, directeur général de Google France. Et Laurent Stéphanie, managing director EA chez Accenture. Merci tout d'abord à vous 5 d'être avec nous ce soir. Bien sûr, on essaiera dans la mesure du possible de vous donner la parole pour des questions juste après si on n'a pas été suffisamment complet. Alors on va débuter tout d'abord avec Damien Gromier. Damien, on va revenir sur l'écosystème autour de cette intelligence artificielle et de voir un petit peu comment finalement vous tous travaillez ensemble, les startups, les laboratoires de recherche et les grands groupes, comment vous travaillez ensemble, comment vous interagissez pour avancer dans ce domaine-là. Alors, effectivement, écosystème, c'est le mot pour faire l'intelligence artificielle. De ce que je comprends, on a pas mal de personnes qui travaillent dans la banque ici ce soir. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien très bien, il y a un écosystème, il y a un environnement de taux d'intérêt. Mettez la main plus haut parce que vous êtes sur l'antenne. Voilà. Donc, écosystème, un taux d'intérêt extrêmement faible. Donc, ça pèse sur les marges finalement dans le secteur bancaire, sans compter une réglementation accrue qui là aussi pèse sur les marges. Donc dans ce contexte-là, comment augmenter le PNB et réduire le coefficient d'exploitation? Eh bien là-dessus, il y a une réponse qui peut être magique, c'est intelligence artificielle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment on fait de l'intelligence artificielle? C'est là que ça devient intéressant. On a référencé plus de 100 cas d'usage dans le domaine de la banque où l'intelligence artificielle peut intervenir. D'ailleurs, ces 100 cas d'usage, on peut trouver 100 startups. Alors tout à l'heure, Maud a parlé de Tiny Clues, marketing prédictif. On peut penser également, quand M. Pébro a commencé tout à l'heure son discours, il a parlé de la fraude qu'on peut faire baisser. Là aussi, on a des startups, Shift Technologies, qui permettent de réduire le taux de fraude, etc. 100 cas d'usage qui peuvent venir permettre de réduire finalement les coûts ou d'améliorer le PNB. Ces 100 cas d'usage, derrière, il y a 100 startups. Pourquoi je vous parle des startups? Parce qu'en fait, c'est intéressant, il faut innover avec un écosystème. Et l'IA, en fait, en est un exemple parfait. En France, on a un écosystème d'intelligence artificielle extrêmement fort. On a plus de 300 startups, 150 laboratoires de recherche, aussi bien publics que privés, comme celui de Google. On a des grands groupes qui investissent dans l'intelligence artificielle, des fonds d'investissement et des communautés de data scientists, d'experts et de chercheurs en AI. Eh bien, comment faire pour mettre de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises? Eh bien, en faisant travailler ensemble ces startups, ces laboratoires de recherche et ces grands groupes, en créant des cas d'usage, en créant des collaborations. Et comme on croit que c'est la solution de notre côté, il y a 3 ans, on a fondé France is AI, qui rassemble tous ces acteurs de l'intelligence artificielle, pour les faire travailler ensemble et pour finalement venir faire débarquer l'IA dans l'entreprise. Alors, vous l'avez dit, il y a les startups qui développent beaucoup de solutions pour l'intelligence artificielle. Et il y a aussi les grands groupes que vous représentez ce soir, Sébastien Missoff, à la direction de Google France. On peut peut-être commencer avec vous par définir ce qu'est le machine learning pour vous chez Google. Allez-y, ça va fonctionner, j'en suis sûre. Non? Est-il allumé? L'année prochaine, on fait une convention sur le son. C'est bon? Allez. C'est bon. Parfait. On va voir si le machine learning
comment choisir le bon micro. D'abord, peut-être un mot dans le cadre de l'intelligence artificielle et ce dont on va parler, revenir sur ce qu'on a dit au début, mais ça s'inscrit dans un moment de transformation radicale où tout ce qui se fait autour du digital depuis quelques années contribue à redistribuer les cartes à une vitesse et une force qu'on a rarement vue. Et c'est dans cet enjeu-là qu'il faut réfléchir à ces sujets d'intelligence artificielle. Pour répondre à votre question sur la définition du machine learning, j'espère qu'on la partagera avec tous, mais le principe est de consister à faire apprendre aux machines comment apprendre. Et évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi, et c'est de voir à quel point ce machine learning a permis de réinventer l'usage des produits. Chez Google, les produits les plus frappants sont probablement Google Translate, qui a fait des progrès moyens pendant de longues années, et tout d'un coup, à travers le machine learning, depuis 2-3 ans, on a réussi à apprendre peu à peu à ces machines qui ont pu apprendre et améliorer de façon exponentielle leur compréhension des langues et améliorer les traductions. Ce qu'on a vu sur Google Photos de la même façon. Aujourd'hui, vous cherchez un mot, un chien sur une photo, et vous êtes capable de la retrouver parmi vos propres photos et à la vitesse à laquelle le machine learning permet d'apprendre et d'améliorer l'usage des produits. Et puis peut-être un dernier élément qui est important, qui est aussi la limite de ce machine learning, c'est-à-dire qu'on est capable de résoudre un seul problème à la fois, donc c'est très puissant en termes d'apprentissage, mais on est très loin de l'intelligence humaine puisqu'on n'est pas capable de faire des connexions d'un sujet à l'autre. Donc c'est des informations individuelles qui viennent contribuer et c'est ensuite à chacun d'entre nous, on va en parler plus tard, de prendre des décisions. Effectivement, on reviendra sur la place de l'humain notamment. Moi aussi, j'ai un retour très fort de mon micro. Si on peut faire quelque chose, ce serait bien. Merci. La part de l'humain dans la définition de cette intelligence artificielle. Juliette Soria, vous aussi, vous représentez une start-up, la vôtre, Silamir. Avant de débuter, présentez-nous-la rapidement, qu'on comprenne vraiment ce que vous faites dans ce domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, Silamir est né en 2011 de la conviction que la transformation digitale ne pouvait pas se résumer juste au développement d'outils innovants appuyés sur des technologies comme l'intelligence artificielle, mais que ce qui comptait finalement, c'était l'expérience et l'usage qu'on faisait de ces technologies. Donc aujourd'hui, en fait, Silamir travaille sur de nouveaux produits, de nouveaux services, et accompagne ses clients sur de nouveaux produits et de nouveaux services, de l'idée jusqu'à la réalisation concrète, toujours en prenant en compte l'expérience, donc à la fois l'expérience des clients, mais aussi l'expérience des salariés. Voilà, on combine au sein de Silamir 3 expertises qui sont la conduite du changement, la tech et la data, et le design. Et aujourd'hui, on réunit plus d'une centaine de collaborateurs et on accompagne environ 200 clients. Alors, au travers de Silamir, racontez-nous un peu ce qu'est votre vision de cette nouvelle relation client 2.0 qui est le thème de notre conférence. Alors déjà, voilà, ce que je dirais en premier, c'est que sur ce thème, on est vraiment, comme disait Maud tout à l'heure, sur du test and learn. Voilà, les organisations qu'on accompagne, elles testent beaucoup de choses, on est beaucoup dans des choses qui évoluent en permanence. Après, sur la relation client ou l'expérience client, il y a 2 aspects. Il y a d'abord arriver à lever les irritants des clients. Donc les irritants, c'est en fait tout ce qui peut éventuellement vous gratter en tant que client ou les petits grains de sable qu'on peut rencontrer dans un parcours. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, il y a aussi un aspect positif dans la relation client qui est le fait d'apporter de la valeur ajoutée, voilà, résoudre des irritants et apporter de la valeur ajoutée. Donc les entreprises ou les organisations les plus performantes aujourd'hui, elles ont une approche qui est vraiment omnicanale, donc ça c'est assez répandu, avec ce qu'on appelle le parcours client sans couture, c'est-à-dire une fluidité totale entre toutes les interfaces du client, qu'elles soient humaines ou machines. Voilà, donc tout est unifié et le client a vraiment un parcours qu'on qualifie de sans couture. Après, les grandes tendances de la relation client et de l'expérience client, elles sont autour de tout ce qui est conversationnel. Ça, c'est quelque chose qui se développe énormément, dont Maud a parlé tout à l'heure. Il y a aussi la force de l'émotion. Voilà, aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut vraiment travailler sur l'émotion et faire en sorte qu'elle soit prise en compte pour enrichir la relation. Alors, on va s'intéresser à Accenture maintenant, avec Laurent Stéphanie, puisque vous êtes responsable de l'intelligence artificielle chez Accenture. Quand on parle d'IA, chez vous,
dans le domaine de cette relation client, justement, ça recouvre quoi? Alors déjà, quand on parle d'IA, on parle de plus en plus d'intelligence appliquée, parce que en fait, au travers de tous les exemples qu'on a vus finalement sur le début de cette conférence, on se rend bien compte qu'on est passé vers des algorithmes qu'on utilise tous les jours et qu'on utilise non seulement dans notre vie de client, mais qu'on l'utilise aussi dans toutes les industries. Et ce champ de l'intelligence appliquée, il recoupe les champs de l'automatisation, qu'on voit d'ailleurs beaucoup en banque, en assurance. L'automatisation, c'est l'automatisation de processus qui sont déterministes, qui sont très réglementés, très reproductifs, avec beaucoup de volume, donc l'automatisation. On retrouve aussi tout le pan de l'analytics, où finalement on collecte de la donnée, on traite sa donnée, et puis ensuite on stocke cette donnée. Et puis ensuite on retrouve le domaine de l'artificiel qui impacte plus particulièrement le domaine de l'interaction client, qui est le voix, le texte, les images. Et ça, c'est vraiment un champ qui a accéléré dans son développement sur ces dernières années. Et ce champ-là, il impacte plus particulièrement la relation client. Et en termes de mots, et finalement, on a des vocabulaires qui se recoupent. On retrouve dans ce qu'a dit Maud Bailly tout à l'heure ou ce que vient de dire Juliette Soria à l'instant. Finalement, on parle vraiment sur la notion de simplicité. Simplicité finalement d'interaction avec le client pour le rendre le parcours beaucoup plus fluide. La notion finalement d'engagement, parce que pour transformer la relation, mais surtout transformer l'acquisition de ce data et transformer vraiment cette relation en permettant la création de plateformes de données, donc la simplicité, l'engagement et enfin l'hyper-personnalisation qui sont extrêmement importantes puisque cette hyper-personnalisation, elle va permettre de rendre vraiment pertinente la relation qu'on crée avec une banque, avec un assureur. Aucune relation client ne se ressemble finalement, quels que soient les clients. La présence de ces données, elle permet effectivement de non seulement, elle va permettre d'agglomérer un ensemble de données pour gérer des suggestions au mieux par rapport au profil historique et par rapport à ce qu'on peut anticiper de la vie de ce client. Merci beaucoup. On poursuit notre tour de table avec notre dernier intervenant, Hugues Lebret. Nickel, vous nous dites en 2 mots ce que c'est, s'il vous plaît. Donc, le compte Nickel est un compte que l'on ouvre chez les buralistes en 5 minutes, un compte bancaire, juste pour payer et être payé. Et à la différence d'un compte bancaire, c'est qu'on ne fait pas de crédit et pas d'épargne, c'est juste un compte où on donne un relevé d'identité bancaire en 5 minutes dans le point de vente. Et donc on a 1 million, presque 200 000 clients, et on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour conquérir des clients, et on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire du cross-selling avec des clients, parce qu'on reste très très simple, et on a parlé beaucoup de ces sujets-là, et nos clients viennent par bouche à oreille à 65%, par le point de vente à 15%, par des associations, par des médias locaux ou par les réseaux sociaux. Et en revanche, on a beaucoup utilisé les technologies de dématérialisation pour simplifier le parcours client. Et donc concrètement, le compte Nickel s'ouvre en achetant déjà la Mastercard dans le point de vente, comme on achète un paquet de cigarettes en quelques secondes, ça c'est l'acte 1. L'acte 2, on a mis une borne, et dans cette borne, le client scanne son document d'identité. Et là, il ne voit pas tout ce qu'apporte la technologie, qu'on peut lire la puce RFID du passeport en Wi-Fi, qu'on recalcule l'algorithme de la pièce d'identité, qu'on a de la reconnaissance faciale à partir de la base d'1 200 000 clients, donc il ne faut pas qu'il y ait 2 fois la même photo pour l'ouverture du compte et pour pouvoir scorer la fraude potentielle. Et on a une richesse de données, on a plusieurs milliards de données aujourd'hui, qui est colossale parce qu'on a effectivement la pièce d'identité, on a le nom, on a l'adresse, on a le téléphone portable, en fait on a l'ensemble des données, on a la géolocalisation sur chacun des paiements, et puis on connaît exactement à chaque seconde ce que fait le client. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut profiler avec 17 questions à l'entrée en relation le comportement des différents clients, et les Français font en moyenne les mêmes achats dans les mêmes 14 magasins pour les mêmes montants au même moment tous les mois, et donc tout ce qui est déviant, je dirais, se voit comme le nez au milieu de la figure. Et donc on développe l'intelligence artificielle sur 2 sujets qui nous intéressent énormément. Le premier, c'est la lutte contre la fraude, et la lutte contre la fraude à l'ouverture de compte, avec l'ensemble des vérifications et des diligences que l'on peut faire, mais surtout, et c'est là où on développe l'intelligence artificielle et le machine learning, sur les fraudes qui sont avérées. On développe des algorithmes, on repère quelles sont les différentes catégories de fraude, quelles sont les différentes catégories de fraudeurs,
Et on peut anticiper des comportements de fraude à partir de ce qu'on connaît et que ce qu'on apprend en permanence en machine learning. Ce qui fait qu'on est capable de scorer maintenant, après 5 ans d'expérience, le potentiel de fraude a priori de la personne qui ouvre son compte. Voilà, on sait que si c'est telle zone, si c'est tel type de comportement à l'ouverture du compte... On ne fait pas que vous pister, hein. On vérifie aussi que tout se passe bien sur votre compte, si voilà. J'entends bien ce que vous dites. Et le deuxième sujet qui nous intéresse en intelligence artificielle, donc on a 5 data analystes chez nous, et on travaille de manière assez empirique en fait, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment avec les équipes commerciales, avec les équipes marketing. On va chercher une problématique, par exemple comme le churn, c'est-à-dire le nombre de clients qui s'en vont, et regarder comment on peut atténuer ce churn. Et donc on va regarder quels sont les comportements des clients qui sont partis. Donc on revient en arrière sur l'ensemble de ce qui est fait, on développe des algorithmes, on en développe plusieurs, on teste, on regarde comment ça fonctionne, on développe des modèles, on passe sa vie de manière assez humaine finalement à regarder comment se passent les choses. Puis quand on est sur un modèle qui nous intéresse, on arrive à détecter que tiens, cette personne-là a arrêté de faire un virement régulier, a arrêté de faire des paiements, etc. On arrive à anticiper, on arrive à comprendre pourquoi ils nous ont quittés, ils ont churné, et on arrive par la suite à arrêter le churn futur des clients qui leur ressemblent. Donc on a des applications qui sont très très concrètes, où on a une connaissance de plus en plus parfaite avec le temps des sujets qui nous intéressent. Intelligence artificielle et data sont indissociables. Maud Bailly nous en a parlé tout à l'heure et on l'entend bien dans vos propos. On en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, Laurent Stéphanie, de cette nouvelle révolution industrielle. On est en plein dedans, là, vraiment, avec cette intelligence artificielle qui vraiment change nos pratiques. Je ne sais pas si on parle de révolution industrielle, mais en tout cas, on peut vraiment parler de révolution dans la façon dont on aborde les processus. Il y a eu différentes vagues de révolution. On a eu la vague de l'automatisation, on a eu des vagues finalement d'optimisation avec l'informatique. Là, on est en train de passer vraiment sur une vague de travail en collaboration homme-machine. Parce qu'on est en train de repenser les métiers à l'aune de l'arrivée de machines de plus en plus intelligentes. Il va falloir repenser ces métiers. Et ce qui est important, quand on pense collaboration homme-machine, c'est qu'il faut agir sur 3 leviers. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a des leviers de la donnée. Il faut avoir de la donnée propre. Il faut préparer la donnée, il faut vraiment penser la chaîne de la donnée. Ensuite, il y a une notion de processus. Il faut repenser les processus à l'aune de l'intelligence artificielle parce qu'ils vont être différents, parce que les machines sont de plus en plus intelligentes. Et puis ensuite, il y a une notion de former les collaborateurs parce que 100% de nos collaborateurs ne peuvent pas être des data scientists. Donc cette transformation des métiers, elle doit se penser pour permettre une véritable collaboration en machine qui donne sa place à chacun et puis qui permette des gains de productivité et des gains en emploi aussi en créant de nouvelles opportunités. Ouais, c'est tout l'intérêt pour les entreprises d'investir là-dedans, d'investir dans la formation et notamment la formation de leurs employés. Sébastien Missoff, justement, chez vous, chez Google, quelles sont les conséquences principales du développement de cette intelligence artificielle justement pour vos équipes ? On revient beaucoup au point dont vous avez parlé, spécialement ce qu'évoquait Hugues sur les insights. Si je prends ma propre expérience, j'ai commencé, mon premier job était d'être contrôleur de gestion chez L'Oréal il y a 20 ans. Et contrôleur de gestion à l'époque, j'avais un tableau Excel, VLOOKUP, et je devais faire les prédictions des ventes en regardant les ventes de mascara l'année précédente. Aujourd'hui, les équipes qui travaillent là-dessus ont accès à des données d'audience qui viennent du parcours client sur le site internet, sur le CRM, sur les réseaux sociaux, et c'est toutes ces données-là qui viennent enrichir cette connaissance des clients et anticiper les changements, comme ceux dont parlait Hugues. Et tout l'enjeu aujourd'hui est vraiment un enjeu d'organisation, c'est ça la principale leçon, je pense, et l'enjeu de 2019, et de mettre d'un côté des data scientists qui sont capables de traiter l'immense complexité de ces informations qui sont là, de faire tourner ces outils de machine learning sur ces données-là, et ensuite de les transformer en insights. Et une fois qu'on a ces données-là, c'est donc d'avoir les personnes qui savent travailler, poser les bonnes questions pour trouver les insights, répondre à tes problématiques spécifiques. Et ensuite, le sujet de l'autonomie, et on revient sur le sujet de la formation, et c'est sur tout un travail de fond pour faire en sorte que toutes les personnes, tous les collaborateurs qui sont au contact des clients tous les jours, savent comment recevoir ces données qui vont les aider à prendre les bonnes décisions, et ensuite prendre telle ou telle décision. Dans l'univers bancaire, par exemple, évidemment, c'est tout ce qu'on peut avoir sur le risque, sur les anticipations, sur ce qui va se passer avec un client. Mais ensuite, ce ne sont que des indices
et c'est la personne humaine avec le client qui est amenée à prendre cette décision finale. Et ça, Laurent Stéphanie, c'est la vraie transformation, la préparation des salariés. Vraiment pour ça, il y a une étude sur cette formation, je crois, que vous avez faite. Alors, effectivement, on a publié une étude à l'occasion de Davos l'an dernier qui montre différents axes. Déjà que les employés ont une véritable appétence pour l'intelligence artificielle. Donc, il y a finalement 2/3 des dirigeants qui souhaitent investir et accélérer leur investissement dans l'intelligence artificielle. Il y a 2/3 des employés qui ont cette même appétence et qui souhaitent se former à l'intelligence artificielle. Ce qui est plus inquiétant, c'est par contre que les dirigeants pensent qu'il y a environ 1/4 de leurs employés qui sont vraiment prêts pour cette révolution, mais par contre que l'investissement incrémental il est de l'ordre de 3%. Donc on se rend bien compte qu'il y a une vague de transformation extrêmement forte. On se rend bien compte que dans la transformation... En gros, il y a une envie, mais on n'ose pas y aller, quoi. C'est ça. Il y a une envie, la plupart des métiers vont être impactés et amenés à se transformer, mais il faut former 100% des collaborateurs. Il n'y aura pas que des data scientists, il y aura de nouveaux types de métiers, et ces métiers, pour les comprendre, pour agir sur ces métiers, il faut se former à ce que représente l'intelligence artificielle dans ces métiers. Pourquoi on ne franchit pas le pas, justement ? Entre cette volonté de former ses salariés, on se dit, bon, ils sont peut-être pas trop intéressés, et du coup, on n'y va pas du tout. Je pense que déjà, on en parlait tout à l'heure, mais il y a très peu d'entreprises qui investissent sur les 3 axes et les 3 leviers dont je parlais tout à l'heure, à savoir les processus, la formation et la donnée. Et en fait, donc, il y a 9% des entreprises qui investissent sur ces 3 leviers. Et ensuite, il faut avoir une compréhension de quels sont les métiers de demain. Et si on a l'occasion d'en parler tout à l'heure, on commence déjà à voir émerger une certaine partie de ces métiers et on arrive à se projeter sur là où il faut investir. Et là, potentiellement, on peut transformer les métiers pour se préparer à l'avenir. Juliette Soria, quel est le rôle justement de l'expérience salariée dans ce contexte-là ? Alors du coup, il n'y a pas vraiment de possibilité de relation client réussie ou d'expérience client réussie sans expérience salariée réussie. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Donc c'est un peu dans la même veine de ce que vous venez de dire. Il y a effectivement un impact de l'intelligence artificielle sur la relation client, mais là où il y a le plus de changements à attendre, c'est sur les parties internes dans les entreprises. Donc, par exemple, quand une entreprise lance un nouveau service qui révolutionne la relation client, si elle ne prend pas en compte les impacts sur l'interne, il y a de forts à parier que la relation client soit au final pas forcément améliorée. Donc toute la partie interne, c'est un vrai sujet avec l'intelligence artificielle. Là, on parlait de la formation sur les métiers nouveaux, mais il y a aussi tous les modes de travail qui sont redéfinis et complètement revisités. Par exemple, les modes de management. Le manager, jusqu'ici, c'était un peu le sachant. C'est celui, finalement, qui savait tout, qui pouvait éventuellement orienter son équipe sur telle ou telle décision à prendre. Et en fait, avec l'intelligence artificielle, forcément, peut-être qu'elle sait plus de choses que le manager. Et donc, du coup, ça redéfinit vraiment le rôle des managers dans les grandes entreprises. En fait, on passe d'un rôle de sachant à un rôle qui est plus un accompagnateur humain, quelqu'un qui va vraiment être un catalyseur. Et du coup, c'est une transformation énorme, au-delà des nouveaux métiers, qu'il faut vraiment pouvoir accompagner. Il y a d'autres impacts en fait sur les processus internes, par exemple sur la partie ressources humaines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a plusieurs des grands groupes qui vont faire des processus de recrutement avec beaucoup d'intelligence artificielle, où les candidats en fait vont effectivement passer des entretiens avec l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'est des choses qui sont complètement nouvelles et qui révolutionnent vraiment la partie interne des entreprises. Du coup, ça nécessite communication, sensibilisation pour que ça marche. Et comme le disait Maud Bailly tout à l'heure, c'est beaucoup plus long de transformer l'interne d'une entreprise que de lancer un nouveau produit vers un client. Voilà. On va revenir au secteur financier, Laurent Stéphanie, pour comprendre et pour avoir des exemples concrets de la façon dont vous avez aidé justement vos clients de ce secteur-là à améliorer leurs relations clients. Alors tout à l'heure, on parlait de différentes facettes de simplicité, d'engagement et puis d'hyper-personnalisation. Et finalement, les exemples, ils sont nombreux et ils s'articulent vraiment autour de ces différentes facettes. On a eu l'occasion tout à l'heure aussi de parler de centres de relations clients. Et les centres de relations clients, soit on les aborde finalement de bout en bout, soit on les aborde en pensant déjà tout ce qui est front office finalement, avec tout ce qui est gestion et automatisation des tri des emails, pas de point d'attente,
on le redistribue vers le bon service qui peut répondre plus rapidement. Tout ce qui est chatbot et voicebot qui permettent de traiter la demande de façon pertinente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon répétable, avec une vraie personnalité, qui est la personnalité de l'entreprise et celle qu'on veut véhiculer, moins d'erreurs. Et puis ensuite, donc là, on est vraiment effectivement sur la partie front. On a parlé d'automatisation sur tout ce qui est processus back-office, très réglementé, qui permettent d'aller plus vite. On parlait aussi tout à l'heure, vous parliez d'onboarding, la gestion des pièces d'identité. Vous voulez finalement enregistrer un nouveau client dans un processus, et la reconnaissance faciale, la reconnaissance de ces pièces d'identité, de leur validité, de leur conformité par rapport aux standards venant de tous les pays. Il y a des startups qui travaillent sur ce secteur-là, qui ont une vraie spécialisation, qui ont entraîné des modèles, et aujourd'hui on travaille sur ce type d'activation. Et puis ensuite, là on a parlé du flux entrant, de l'automatisation, de la simplicité, et puis ensuite il va falloir pouvoir augmenter le conseiller. Quand on parlait d'expérience tout à l'heure, on arrive dans un hôtel. Quand on va parler à un conseiller dans un secteur financier, dans l'assurance, il y a une gestion des produits qui est de plus en plus large. Donc maintenant, il faut pouvoir augmenter ce conseiller en lui donnant en temps réel un accès à de l'information pour qu'il soit le plus pertinent possible en face de son client et que l'expérience en sortie pour le client soit « j'ai parlé à une personne qui m'a donné confiance et qui me donne envie d'aller plus loin et qui va m'accompagner. » Et une personne qui me connaissait finalement autant que la personne au guichet à l'accueil de l'hôtel dont nous parlait Maud Bailly tout à l'heure. Il faut avoir une vue 360 quand on commence l'entretien. Et cette vue 360, elle doit être présente juste avant l'arrivée du client parce qu'il a pu effectivement parler d'omnicanalité, il a pu interagir par le chat, par la voix, il a pu appeler, il a parlé à un conseiller par le passé. Tous ces moments de vie, ils sont importants parce qu'il faut créer une véritable relation de confiance, de personnalisation, et puis l'engager finalement à se réengager et avoir ces moments de vie réguliers. On ne veut pas voir le client uniquement parce qu'il veut faire un prêt immobilier ou parce qu'il a un moment de vie précis sur lequel il a vraiment besoin de son conseiller. Ce moment-là, il doit être prédit et on doit pouvoir interagir de façon régulière pour pouvoir le prédire et puis pouvoir le préparer. Damien Gromier, vous aviez des exemples pour nous, vraiment sur ce thème-là? Oui, je pense que ce que Laurent a très bien dit, c'est que dans la relation client, la machine, l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, au contraire, elle est là pour l'augmenter. Donc l'objectif, en fait, c'est d'avoir une relation client augmentée et d'être capable, tout simplement, de mieux répondre à son client parce qu'on a des insights qui nous sont remontés par l'intelligence artificielle, parce que justement, on a ces informations-là. Et du coup, je me permets de rebondir sur la question d'avance que je trouvais qui était extrêmement intéressante sur doit-on former tous les collaborateurs de son entreprise à l'intelligence artificielle. Ce qui était très intéressant, c'est que 2 semaines avant que Cédric rende son rapport au président en mars dernier, mars 2018, on contribuait et posait cette question. Il nous reste cette question, comment allons-nous former toutes les PME françaises à l'intelligence artificielle ? Et en fait, la réponse qui est sortie de ça, c'est qu'on ne va pas former tous les collaborateurs à devenir data scientists, experts en AI. Non, en fait, il faut simplement former les collaborateurs à être plus agiles, peut-être plus intrapreneurs, plus entrepreneurs, et en fait à accepter l'arrivée de la technologie et de savoir mieux travailler avec, et finalement de devenir un collaborateur augmenté. Donc c'est ça tout le point. Un collaborateur augmenté. C'est pas mal ça comme situation. Pour une relation client augmentée. Pour une situation client augmentée. Et la banque de demain, évidemment. l'assurance de demain, en fait, c'est ça le sujet. Ça m'amène une autre question, on parle de formation. Sommes-nous égaux, hommes et femmes, face à cette intelligence artificielle? Qui la crée aujourd'hui, cette intelligence artificielle? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très masculin? Est-ce qu'il y a énormément de femmes qui créent aussi tout ce genre de... Allez-y, vous pouvez répondre tous les deux. Ce qui est très intéressant en termes de statistiques, c'est qu'en fait, quand on parle de... Alors, là, on a envie de se focaliser effectivement sur la data science, sur les métiers de la data science. Finalement, il y a une certaine parité finalement homme-femme jusqu'à un certain niveau d'études. Mais par contre, dans les spécialisations, si vous parlez aujourd'hui de la proportion de femmes aujourd'hui qui sont data scientists, il n'y en a que 13%. Il y en a moins de 13%. Et donc, chez Accenture, on a l'ambition d'embaucher 50% de femmes et 50% d'hommes, d'arriver à une véritable parité. Et c'est vrai qu'au sein de mes équipes, j'ai 50% de femmes. Mais globalement, effectivement, il y a un écart au final sur les personnes qui choisissent ce type d'orientation. Ce n'est pas un problème de capacité, comme on le voit, parce que finalement, au long des études,
Mais par contre, effectivement, au final, il y a un écart aujourd'hui entre la répartition homme-femme sur ce type de métier. Il y a un autre aspect qu'on remarque, c'est qu'il y a une fuite des talents. Et cette fuite des talents, elle a eu lieu de façon très progressive, mais on est, je crois, le 2e ou le 3e pays en termes de fuite des talents au niveau mondial sur des sujets comme l'IA. Et le facteur par rapport au plan Villani qui est assez engageant, c'est qu'on est en train de créer un véritable écosystème, un écosystème de start-up, mais aussi un écosystème de grands groupes, avec la possibilité pour ces talents qui reviennent en France ou ces talents qui s'installent en France, ils se rendent compte qu'ils peuvent évoluer de Google à une start-up, à un autre grand groupe, et finalement rester dans l'écosystème parisien ou français et évoluer et se former. Je me permets de rebondir sur la question extrêmement intéressante. Et ce que je lis entre les lignes, en fait, c'est considérant que la majorité des data scientists et des chercheurs qui créent des algorithmes sont des hommes, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en fait l'IA privilégie en fait les hommes plutôt que les femmes? Je pense que là-dessus, on aborde une autre question qui est extrêmement intéressante, c'est l'éthique de l'intelligence artificielle, et finalement, c'est l'intelligence artificielle de confiance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va auditer un algorithme, comment est-ce qu'on va ouvrir la boîte noire pour voir comment il fonctionne et s'assurer qu'il n'y a pas de biais qui va favoriser plus ou moins l'un ou l'autre des catégories. Et je pense que là, du tout, on touche à l'éthique des algorithmes et donc à l'auditabilité des algorithmes, ce qu'on appelle l'explicabilité des algorithmes. Et c'est un vrai sujet extrêmement intéressant. Et vous allez nous le faire de façon très intelligible, nous expliquer les paramètres, parce que je suis sûre que ça va vous intéresser, les paramètres qui font eh bien, qu'un algorithme va donner telle ou telle réponse. Damien, c'était pour vous cette question. Je ne veux pas que ça reste un binôme. Non, je propose que... Non, mais on reviendra par ici après, mais c'est important. Là-dessus, en fait, l'explicabilité des algorithmes, c'est-à-dire notre capacité à expliquer un résultat, à mon avis, est l'enjeu le plus important des années à venir, puisque c'est ça qui va faire en sorte que les collaborateurs, mais les gens au sens large dans la société, vont accepter ou bien rejeter massivement l'intelligence artificielle. Quand on sait aujourd'hui, par exemple, dans le recrutement, que des algorithmes font le matching, c'est-à-dire qu'un recruteur dit j'ai cette liste de 10 compétences, je cherche un profil qui ressemble à ça, il demande à l'algorithme de fouiller une base de données avec 1 million de profils, et l'algorithme là lui dit, ben voilà, je t'ai donné les 10 profils les plus adaptés à ta recherche. Bon, ben, il y a un moment, il va falloir se poser la question de se dire, est-ce que c'est vraiment les 10 les plus adaptés ou les 10 plus pertinents par rapport à la recherche? Et là, aussi bien du côté du recruteur que des personnes qui sont recrutées, il pourrait y avoir un jour une défiance. Et bien, il faut être capable de rendre cet algorithme explicable. Quel paramètre a fait varier la réponse de l'algorithme? Il faut les expliquer. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et beaucoup de cabinets, beaucoup de startups travaillent sur ces sujets-là, puisqu'en fait, il va falloir décomposer la façon dont un algorithme en fait, produit une réponse. Remettre de l'humain là-dedans, finalement. Encore plus. En fait, sur la partie algorithmie, en fait, il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Il y a effectivement la partie formation de l'algorithme. Et la formation d'un algorithme, elle passe. Il faut avoir une compétence métier. Et un chatbot d'une banque va être très différent d'un chatbot dans le secteur du jeu. Et ensuite, il y a effectivement cette notion d'interprète. Un interprète, c'est quelqu'un qui sait choisir le bon algorithme pour une problématique donnée. Un interprète, c'est quelqu'un qui sait quand il faut utiliser un algorithme déterministe, qu'on peut expliquer, parce qu'il y a quand même toute une gamme d'algorithmes qu'on peut utiliser. Par contre, effectivement, quand on parle de deep learning et certains algorithmes de machine learning, on ne peut pas les expliquer. Et, enfin, on peut difficilement les expliquer. Et c'est effectivement là où on peut avoir une performance qui est bien supérieure. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés au niveau réglementaire. Et ensuite, il y a la maintenance de ces algorithmes. Et là, on a besoin de profils très pointus qui, quand les données changent au fil du temps, on se rend compte que les algorithmes ne sont pas adaptés par rapport à la nature des données qu'on essaye de traiter. Je pense que le point est important ici, c'est le réglementaire. C'est-à-dire que dans la banque, dans l'assurance, on a des domaines qui sont extrêmement réglementés. Et donc, ça implique de pouvoir expliquer aux régulateurs comment on a calculé ces résultats. L'exemple pris tout à l'heure des logiciels de scoring. Dans la banque des entreprises, vous notez vos contreparties pour identifier et donner une note aux entreprises. Si un algorithme vous permet de mieux affiner et donner un meilleur résultat que les logiciels existants, vous allez être intéressé d'utiliser cet algorithme. Or, il faut, vis-à-vis du régulateur, être capable d'expliquer comment l'algorithme fonctionne, que ce soit pour vos équipes data à l'intérieur des banques qui travaillent sur ces sujets, que les cabinets de conseil qui les accompagnent, que les startups qui créent ces algorithmes. Et donc là, c'est un vrai sujet, cette explicabilité de l'algorithme.
expliquer l'algorithme pour mieux comprendre cette intelligence artificielle. Hugues Lebret, cette intelligence artificielle, elle vient, et on l'a vu tout au long de cette soirée, améliorer cette relation client. Comment on fait pour toucher l'ensemble des populations? On peut imaginer aujourd'hui que quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on va chercher des personnes âgées, par exemple, on leur parle un peu en chinois. Comment on s'adapte aux différents publics? Alors ça, c'est une question qui est très compliquée. Et, on essaie de faire simple, s'il vous plaît. Et donc, les développements que l'on fait, nous, au-delà de l'intelligence artificielle, on traite 20 000 mails par jour, et donc effectivement, on arrive à automatiser une bonne partie, à faire des gains de productivité et d'efficacité dans les réponses et de temps pour les clients. On arrive aussi dans les chatbots à avoir des résultats qui sont significatifs. Nous, on est passé sur des technologies Cassandra qui permettent d'anticiper en permanence la puissance de calcul et la puissance de stockage dont on a besoin et de dupliquer l'ensemble des données en permanence pour avoir une efficacité dans le traitement des données et gagner un temps absolument colossal. Donc on arrive à avoir des connaissances non pas parfaites parce qu'il faut toujours une interaction effectivement entre les métiers, entre les data scientists, et on parlait tout à l'heure de formation de data scientists et de formation de personnes à l'intelligence artificielle. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas besoin parce que toutes les équipes métiers, que ce soit les équipes de conformité, que ce soit les services clients, sont demandeurs et que les data scientists sont surutilisés pour aider les gens à comprendre, et ils travaillent avec eux pour aider à apporter les réponses et apporter les différentes solutions. Voilà, parce que qu'on soit formé en interne, bon, on a compris, ça marche, mais il faut que le client il comprenne. Pour répondre à votre question, j'ai aucune idée. Il y a 20% des gens qui n'ont pas de smartphone en France. Donc il y a un taux d'équipement en portable qui est de 140%, mais en smartphone qui est de 80%. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas complètement connectés, qui ne sont pas complètement dans ces systèmes. Nous, le recrutement client se fait énormément sur le bouche à oreille, comme je disais tout à l'heure, proche du point de vente, et la moyenne d'âge est de 37 ans. Et elle rajeunit un petit peu, elle rajeunit à peu près d'1 an tous les 2 ans. Et on a une profondeur de marché qui fait que plus on ouvre de points de vente, et on ouvre un point de vente toutes les heures, on ouvre 200 points de vente par mois, plus on ouvre de clients par point de vente. Donc on a un développement, je dirais, naturel, et on n'a pas à chercher à faire un développement spécifique par différentes personnes, par différentes tranches d'âge. On a peu de succès sur les plus de 55 ans. C'est pour ça que je suis très sec pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'on fait pour les personnes âgées et les faire venir chez une solution peut-être. Les personnes âgées sont plus conservatrices. Qui nous vient de chez Accenture, Laurent Stéphanie, comment on le comble, ce gap générationnel? Alors en fait, la façon dont je prends la question, en fait, c'est effectivement par rapport à cette fracture digitale dont on parle. Effectivement, quand l'intelligence artificielle, elle change la relation homme-machine. C'est-à-dire qu'il y a 50, il y a 60 ans, enfin, les premiers ordinateurs, globalement, on était obligé d'interagir avec eux en codant en langage machine. Donc c'était réservé à très peu de personnes. Ensuite, il y a eu les interfaces homme-machine, le clavier-souris, les touchscreens, les smartphones dont vous parliez à l'instant. Mais finalement, avec la Google Home, avec Alexa, avec Siri, on change complètement la relation et on travaille sur des projets, effectivement, avec la Silver Economy, où on permet l'accès à des services digitalisés grâce à la Google Home ou grâce à Alexa. Et ce type de technologie, avec la voix. Grâce à la voix, on permet finalement d'accéder à un certain nombre de services et de rendre accessibles ces services à toute une frange de la population qui finalement en était écartée jusqu'à présent. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. L'utilisation de la voix pour accroître encore le champ des possibles avec cette intelligence artificielle. Projetons-nous un tout petit peu. D'ailleurs, c'est un grand axe dans la directive sur les services de paiement d'avoir une couche biométrique. Effectivement, la voix est un des éléments les plus sûrs dans la vérification de l'identité, de la reconnaissance de la bonne personne. Et c'est aussi un des éléments les plus sûrs dans la relation client, telle qu'on peut la faire. Et on peut effectivement transposer la voix de manière très très efficace dans les dialogues et les chatbots. Je voulais revenir sur les logiciels de traduction dont on parlait tout à l'heure pour voir la puissance de l'intelligence artificielle. Tant qu'on était empirique dans les logiciels de traduction, tant qu'on mettait des règles de grammaire et des listes de vocabulaire, on avait des traductions qui n'étaient pas fiables et qui n'étaient pas bonnes. À partir du moment où il y a eu la reconnaissance des formes et qu'il y a la puissance de calcul et la taille de la bande passante, on a numérisé l'ensemble des bibliothèques du monde
Et quand il y a une phrase qui demande à être traduite, on a regardé l'occurrence de la bonne traduction de cette phrase dans l'ensemble des bibliothèques. Donc c'est vraiment la puissance de calcul et la vitesse de transmission de la donnée, la reconnaissance des formes qui amène à avoir des traductions qui sont parfaites. Donc on peut avoir une imagination qui est absolument colossale pour développer des applications, que ce soit avec la voix ou que ce soit avec l'ensemble des sujets, pour améliorer et devenir extrêmement fin sur un ensemble de sujets, mais il faut juste raisonner de manière complètement différente. Il faut accepter de dire je parle de la reconnaissance des formes et pas des règles de grammaire. Et donc ça c'est très intéressant sur tous les applications qu'on peut avoir. Pardon. Oh, décidément, pardon. Le retour au livre, finalement, ça va peut-être rassurer un grand nombre de personnes ici. Je voudrais qu'on se projette un petit peu, avant de terminer, avec vous, Sébastien Missoff, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les années qui viennent en matière d'intelligence artificielle. En septembre dernier, vous avez inauguré notamment un centre de recherche en intelligence artificielle. On le disait tout à l'heure, est-ce que c'est pour garder les talents, les faire revenir, et surtout, quels sont les secteurs sur lesquels vous allez travailler désormais ? Alors, peut-être un mot sur la question précédente, mais qui est aussi important, puisqu'on parle des utilisateurs et on voit à quel point il y a une accélération des usages autour du numérique. Je crois qu'aujourd'hui, on circule le chiffre de 80% des points de contact des institutions financières se font à travers le digital. Donc, on voit à quel point c'est important. Et on voit aussi combien on va continuer à investir sur ces sujets et combien il y a un risque pour une partie de la population d'être exclu du numérique, et c'est tout l'enjeu de formation. On a ouvert il y a quelques mois un atelier numérique, on a 200 mètres carrés, on a pris une boutique à Rennes où on a une dizaine de coachs qui donnent des formations gratuites du lundi au samedi, et on voit à quel point il y a encore énormément de questions et un besoin pour que cette intelligence artificielle serve à tous, de faire ce travail d'éducation pour faire en sorte que tous les Français et les Françaises comprennent mieux les b.a.-ba, et on voit ça avec les questions qu'on nous pose. Et alors, si on se projette ensuite sur le futur, sur votre question, on a en effet ouvert ce centre de recherche autour de l'intelligence artificielle à Paris. D'abord, on revient sur cette idée d'écosystème. On travaille avec énormément d'acteurs, on travaille avec l'INRIA, on a ouvert une chaire avec Polytechnique, avec la conviction qu'il faut vraiment construire cet écosystème français et pas avoir des structures isolées si on veut arriver à ça. Revenir sur l'enjeu d'avoir les bases de données suffisantes pour pouvoir avancer vite. Et c'est le début, mais on a d'abord recruté et on travaille avec une personne qui s'appelle Cordelia Schmidt, qui est spécialisée sur tous les algorithmes autour de reconnaissance d'images, sur lesquels il y a énormément de sujets, sur lesquels on commence à travailler les opportunités. Et puis quelqu'un comme Jean-Philippe Vert qui a rejoint sur le sujet de la santé, avec la conviction aujourd'hui que sur ces bases de données, il y aura énormément de progrès qui vont être faits dans les mois qui viennent. On regarde aussi autour de l'environnement, qu'est-ce qui est capable. On avait annoncé l'année dernière un partenariat avec Engie, avec la capacité de reconnaître grâce à Google Maps le bon niveau d'ensoleillement et de pouvoir identifier les maisons qui étaient les meilleures candidates pour tel ou tel panneau solaire. Et donc, c'est les domaines sur lesquels on commence à travailler. Et sur la relation client, du coup, est-ce qu'on commence à avoir d'autres idées, de nouvelles idées ? Alors, sur la relation client, je pense que ce n'est pas demain, c'est vraiment aujourd'hui. Et on a parlé de l'échelle de temps, mais il y a une des choses qui m'a le plus frappé depuis quelques mois, quelques années, c'est de voir la rapidité avec laquelle ces algorithmes travaillent. Sur Google, on a cet outil qui s'appelle TensorFlow, qui est cet outil libre autour de l'intelligence artificielle. Et on le voit en partenariat avec un certain nombre de partenaires, comme quoi en quelques semaines, en quelques mois, en travaillant avec ces outils, on est capable d'arriver à telle ou telle recommandation. Ce qu'avait fait Airbus sur la reconnaissance des nuages, c'est fait très rapidement. Life Magazine avait 6 millions d'images dont ils ne savaient pas quoi faire. On branchait ces instruments de machine learning et en quelques heures, on commençait à avoir des tags sur chacune de ces images et les reconnaître. Et donc, l'enjeu n'est pas que ce soit demain, mais vraiment aujourd'hui, et de commencer à travailler dessus. Aujourd'hui, le futur, c'est aujourd'hui, finalement, dans la relation client. Pour terminer, Damien Gromier, les tendances du marché, qu'est-ce qu'on observe ? Quelles sont les évolutions là, proches qui nous attendent ? Clairement, en fait, tous les grands composants en fait, de la relation client vont être impactés par l'intelligence artificielle, que ce soit avec du marketing prédictif, que ce soit avec les services après-vente, le service, finalement, la relation client, où on voit de plus en plus ce besoin d'immédiateté, et donc on voit des chatbots
des voice bots qui prennent le relais et donc qui permettent d'avoir ces réponses de premier niveau avec le client et qui du coup est satisfait. Et donc pour les réponses de second niveau qui sont plus complexes, là on a toujours l'humain derrière qui est présent. Et du coup l'humain se concentre sur les tâches complexes et donc plus intéressantes. Donc on voit ça. Donc globalement oui, l'intelligence artificielle a touché tous les volets de la relation client. Et pour aller au-delà de ça, pour moi il y a 2 ingrédients qui sont essentiels. Le premier, c'est que les entreprises doivent investir et travailler en écosystème, faire des cas d'usage avec des startups, avec des cabinets de conseil, avec d'autres grands groupes. Il faut être ouvert, parfois même en cluster d'un même secteur d'activité. Pour moi, là-dessus, il faut laisser tomber un peu le côté de concurrence et accepter de travailler avec ses pairs dans un secteur, puisque ça va permettre de faire sortir de belles opportunités. Donc voilà, donc travailler en écosystème. Et le deuxième point, pour moi, qui est extrêmement important, c'est de former ses collaborateurs, les initier à ce que c'est l'intelligence artificielle, mais plus que ça, avoir des collaborateurs en fait qui sont plus agiles, plus intrapreneurs, et donc qui vont mieux accepter ces changements liés à la technologie, et donc finalement devenir des collaborateurs augmentés. Donc l'écosystème, des collaborateurs augmentés, et là vous avez les ingrédients finalement pour pouvoir surfer sur cette vague de l'intelligence artificielle qui va révolutionner la relation client, mais également l'intégralité des business models de beaucoup de grandes sociétés et moins grandes. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Cet écosystème, vous le représentez bien ici devant nous. Merci à tous pour vos témoignages. On peut les applaudir, bien sûr.